Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique gynéenne. On se retrouve aujourd'hui et on va continuer à parler des humains, des races des humains. Nous nous étions séparés la dernière fois sur les humains qui vivaient dans le cœur, qui en avaient un peu pris plein la gueule, où la zone luxuriante, les plaines luxuriantes du cœur étaient devenues un désert, le désert de Goroun, et où la seule trace de végétation restante était la coulée verte, donc que vous voyez au centre de la région. Et également, on avait parlé de Uoros et de sa tribu, la tribu de Uo, qui avait rassemblé toutes les tribus humaines sous une seule même bannière, donc qui deviendra le royaume, le premier royaume humain. Et donc le royaume de Uora. Et on en était resté là. Et également, je vous en avais dit qu'il y avait certaines tribus qui refusaient de se joindre à l'idéal de Uoros et qui étaient donc bannies, puisque Uoros c'était rejoins-moi ou casse-toi ou je te zigouille. Donc c'était pas vraiment très sympathique de rester. Donc il y a des tribus qui sont parties. Et on va parler de ces tribus-là aujourd'hui. On va parler de... Donc vous voyez sur le plan, on a 3 tribus dont on doit parler. Bon, l'archipel Ilachi, c'est un truc à part. Mais je vais vous en parler également. On va faire des petites vidéos dédiées. Donc la première petite vidéo, ça sera à propos du voyage de Radaka. Alors qui est Radaka? Je suis content que vous me le demandiez. Donc je vous en avais parlé. Il y a, au moment où les humains sont nés, les aimés et leurs enfants sont venus les voir. Donc il y a eu Lilka, il y a eu... Yorun, le sympathique Yorun qui s'empresse de toujours venir foutre le bordel. Et parmi eux, il y avait Urion, le garde-terre, qui était le fils de Unur et Selinda, qui était venu voir certains humains qui étaient surtout proches de la nature. Et il les avait encouragés à aller dans ce sens, il leur avait appris à respecter la nature et leur avait appris également à vivre en communion avec elle. Donc, ces tribus s'étaient unies sous une seule bannière, puisque c'était des tribus pacifiques, c'était des tribus qui refusaient de se battre, ils respectaient la vie, donc fatalement, quand on respecte la vie, on est quand même moins enclin de vouloir tuer son voisin. Et donc, on avait eu beaucoup de tribus qui s'étaient unies sous une seule bannière, sous la bannière de Radaka. Enfin, Radaka est la dernière en date, chef de toutes ces tribus qui s'étaient unies dans un seul groupe. C'est une société matriarcale, c'est une tribu matriarcale, donc c'est-à-dire que le chef de la tribu est toujours une femme, et comme je viens de le dire, au moment où on en parle, la chef de la tribu s'appelle Radaka. Radaka, elle est assez âgée, puisque bon, elle porte la culotte depuis un sacré moment, un petit moment, et le problème c'est que Radaka, elle a un caractère assez trempé, et quand tu vis dans une société où en général les hommes font partie de la vie de tous les jours, ils sont là, c'est pas non plus c'est pas une dictature des femmes, mais Radaka, on va dire qu'elle l'avait plutôt mauvaise de devoir rendre des comptes à un homme, en l'occurrence Uoros, donc le chef qui essayait d'unir tous les clans, toutes les tribus humaines. Et elle a refusé poliment, relativement poliment, de se joindre à lui et de le rejoindre et de devenir une de ses vassales. Une de ses vassaux. Vassaux. Oui. Du coup, Radaka, refusant de se battre et de s'unir, est partie. Elle a pris ses bagages, elle a pris ses clics avant de se prendre une claque. Et elle s'est tournée vers Urion, donc le protecteur de sa tribu, le garde-terre. Et elle lui demanda de les aider, puisque ne pouvait pas rester, et il devait trouver un nouveau foyer. Et Urion accepta de les emmener, puisque Urion les aimait beaucoup, puisque c'était les humains qui respectaient le plus la nature. Et donc il décida de les aider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Urion a fait? Sur la carte actuelle, vous voyez 3 petits chemins de couleur RGB. Le bleu, le vert et le rouge. Alors, on va parler aujourd'hui de la route en vert, qui concerne donc la tribu de Radaka. Alors quand je dis la tribu de Radaka, je vous viens de vous dire, ce sont plusieurs tribus qui se sont unies. La tribu de Radaka, c'est plusieurs milliers de personnes. Donc c'est quand même un mouvement de masse assez violent, assez important qui se fait. Alors là, tout d'abord, ils doivent passer
la faille. Donc la faille, c'est le grand fleuve salé, enfin un peu salé, qui traverse le cœur, qui sépare le cœur dans ces deux parties, donc le désert de Goroun au sud et l'étendue émeraude au nord. Donc ils doivent traverser la faille. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, parce que c'est pas des marins, ils ont aucune notion de navigation. Bon, vous me direz, c'est juste une rivière, mais là on parle d'une rivière plutôt badass, donc il faut plusieurs heures pour la traverser, même en bateau. Et donc du coup, ils décident de partir vers l'ouest et de longer les montagnes, parce que fatalement le fleuve prend sa source là-bas, donc on peut quand même se dire qu'il est moins profond, qu'il y a plus de passages. Donc ils passent par là. Ils longent les montagnes et ils arrivent à la lisière de la forêt grondante. Alors la forêt grondante prend son nom de la rivière qui la traverse, la Grondante, mais qui a appelé cette rivière comme ça? Eh bien ce sont les golems, parce que en fait toute cette zone qui est à l'ouest de l'étendue émeraude, c'est la terre des golems. Alors les golems ne vivent pas à proprement parler dans la forêt, puisque les golems sont assez massifs, ce sont d'immenses pièces de pierre qui se déplacent, et on va dire que face à eux les arbres ne tiendraient pas beaucoup. Néanmoins il y a des golems qui varient de taille. Alors on fera un jour une vidéo sur les golems, parce qu'il faudra expliquer peut-être un peu ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on parle des premières races des aimés, donc les griffons, les dragons, les golems et les sirènes. On peut bien évidemment en parler. Mais néanmoins, il y a des golems à taille relativement humaine qui arrivent à passer sous les arbres. Et Urion, le garde-terre, emmène la tribu de Radaka à travers la forêt grondante. Alors ça tombe bien parce que Urion, c'est le garde-terre, la nature, c'est le gardien de la nature. Donc on va dire que pour les gens de Radaka, c'est un gilet pare-balles très pratique contre les bêtes sauvages qui souhaiteraient faire un petit buffet garni. Donc ils se font pas trop emmerder du tout par les bêtes sauvages, mais Urion ne les emmène pas plus loin, parce que vous pourriez me dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils traversent la forêt alors? Parce qu'il y a les arbres, c'est emmerdant. C'est parce que à l'est de la forêt grondante, l'étendue émeraude est la terre des dragons solaires. Et les dragons solaires, eux, par contre, ne répondent pas à Urion. Urion n'a pas forcément d'influence. Enfin, si, il a de l'influence, mais il n'a pas d'autorité sur eux. Donc Urion préfère jouer la sécurité et passer à travers la forêt et faire rencontrer les golems. Et rencontrer les golems. Alors les golems vont plutôt apprécier la compagnie des gens de Radaka, puisque ce sont des gens paisibles, ce sont des gens calmes, donc ce qui convient très très bien aux golems, qui sont des êtres imposants, qui aiment la quiétude en général des montagnes, et qui parfois se descendent dans les forêts. Et ils décident d'aider les humains à traverser la forêt, et par après même à traverser la chaîne de montagnes qui est au nord. Alors, vous voyez la chaîne de montagnes qui part du nord des monts de Barras, qui descendent, qui forment la crête au dragon. Elle part un peu sur la droite pour former une enclave. Et bien les golems vont mener les humains à travers une passe qui va leur permettre de traverser cette chaîne de montagnes de manière aisée. Néanmoins, les golems sont les enfants d'Onour, donc l'aimé de la terre, et ils possèdent également le don de la terre. Comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, les aimés, lorsqu'ils rencontrèrent les premières races, leur offrirent le don qui correspondait à leur élément, et les golems reçurent le don de la terre, donc ils peuvent manipuler la terre. Vous me direz, oui, mais les golems, ils sont déjà fabriqués, ils sont déjà en pierre. Oui, ils sont déjà en pierre, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent manipuler la pierre et la terre. Là, en l'occurrence, ils ont pu commencer à le faire. Et il y a certains humains qui sont très intéressés par ça. Et comme ils s'entendent relativement bien avec les golems, ils ne sont pas cuits-chemis, ils n'ont pas gardé les cochons ensemble, mais ils s'entendent relativement bien. Et certains humains vont demander aux golems s'ils peuvent rester avec eux pour apprendre auprès d'eux le don de la terre. Et les golems vont accepter. Gardez ça dans un coin de votre tête pour plus tard, ça sera assez important. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça sera assez important. Donc les golems mènent les gens de Radaka, donc ceux qui restent entre guillemets, il n'y en a pas beaucoup qui restent avec les golems pour apprendre, mais ils les emmènent à travers la passe pour arriver dans une première plaine qui est enclavée entre les montagnes. Et le problème, c'est que dans cette région du monde, en ce moment, c'est l'hiver. Alors, il y a un premier problème qui se pose, c'est que les gens de Radaka viennent du sud du cœur, et là-bas, c'est relativement chaud.
c'est un désert maintenant. Alors c'est un désert chaud, faut préciser, parce que c'est vrai qu'il y a des déserts qui sont froids. Mais ici c'est un désert chaud, et de toute façon ils sont relativement à l'équateur, donc on va dire que ça caille assez rarement à cet endroit-là. Et là ils arrivent à l'hiver, et il y a 1 mètre de neige, et ça cacaille. Ça cacaille. Donc du coup, ça ils n'avaient pas prévu. Et le froid les met extrêmement à mal, la météo est extrêmement rude et met rend leur voyage assez périlleux. Alors, ils étaient partis de chez eux, ils avaient quand même embarqué tout ce qu'ils avaient. Enfin, tout ce qu'ils avaient, non, ils n'ont pas amené leur mobilier, évidemment. Hein, mais ils avaient amené leurs biens sur lesquels ils comptaient. Et dans le cas de Radaka, elle va donner relativement tout ce qu'elle a, hein, tout ce qu'elle avait emmené avec elle, tout ce que son statut de chef de tribu lui avait conféré. Elle va le dispenser pour permettre à son peuple de survivre. Alors vous me dites, oui, mais qu'est-ce qu'elle a donné? Eh bien, elle a donné ses vêtements, elle a donné... Enfin, ce qu'elle pouvait donner, elle a donné ses vêtements qu'elle pouvait donner. Elle ne s'est pas baladée à poil dans la neige, évidemment. Si elle avait emmené des pièces de bois, ils les ont brûlées pour réchauffer leur peuple, etc. On va me dire, il y a des arbres, oui, mais il faut les couper. Enfin, vous comprenez l'idée, elle a vraiment tout sacrifié pour que ces gens survivent. Problème, c'est que, comme je l'ai dit, Radaka, c'est une femme âgée qui a déjà voyagé. Ici, on est déjà à plusieurs semaines de voyage, voire peut-être plusieurs mois même de voyage, à pied, parce que, évidemment, plusieurs milliers de personnes, ça ne se déplace pas extrêmement vite, puisqu'il y a des enfants, il y a des personnes âgées, etc. Alors, Radaka va tomber gravement malade, au point que les guérisseurs n'arriveront pas à la soigner. Parce qu'évidemment, c'est l'hiver, les plantes manquent, et on ne sait pas fabriquer les remèdes nécessaires pour la soigner. Et Urion va la voir sur son lit de mort et va lui présenter des excuses pour ne pas avoir réussi à la mener en lieu sûr. Ce à quoi Radaka, avec ce flegme qu'ont les personnes âgées souvent, se met à rire et lui dit que c'était plutôt à elle de le remercier pour lui avoir permis de finir sa vie libre plutôt que sous le joug d'un maître. En l'occurrence, elle fait référence à Iuros. Même si Iuros était un bon gars, elle le voyait comme un oppresseur et elle préfère mourir libre que vivre sous son joug. Mais Radaka perd pas le nord, c'est le cas de le dire parce qu'il fait froid, et elle demande à Urion d'emmener son peuple, le reste de son peuple, dans cette grande plaine qu'il leur a promis où ils pourraient vivre. Alors, comme je dis, Radaka est malade, elle est sur son lit de mort, il y a énormément de gens qui vont aussi périr parce que, hélas, il fait froid, c'est un peu la sélection naturelle, quoi. Donc sur les milliers de personnes, il y en a des centaines qui vont mourir pendant cette partie du voyage, cette dernière partie du voyage, hélas. Et Radaka en fera partie, elle mourra pendant la nuit, après son entretien avec Urion. Donc son peuple est assez atterré, ils sont atteints par une tristesse, ils sont assez déprimés. Leur chef de plusieurs décennies, plusieurs générations, était sous la tutelle de Radaka, vient de disparaître. Ils lui font un tombeau à la hauteur de son titre, dans une petite grotte qu'ils trouvent à flanc de montagne. Et Urion va utiliser sa magie pour sceller, les golems et Urion vont sceller la tombe de Radaka, afin que personne ne vienne jamais la troubler dans son repos éternel, disons-le comme ça. Et d'ailleurs, à partir de cette époque, encore aujourd'hui, des voyageurs disent que quand vous voyagez dans cette contrée, vous pouvez apercevoir de temps en temps une ours femelle, donc un ours femelle, à la peau sombre, mais portant un collier doré, qu'on n'arrive jamais à attraper et que seules les légendes disent qu'on puisse voir. On en reparlera peut-être. Évidemment, je ne vous dis pas ça juste pour le plaisir de vous le dire. Mais Radaka est morte, Kesako qui se passe. Eh bien, il faut un successeur. Et le successeur de Radaka sera Rodan, qui est son fils, qui devient le chef de la tribu. Et ce moment de tristesse et de deuil passé, ils continuent leur voyage, ils sont plus très très loin de leur destination, et ils arrivent dans la Grande Plaine. Alors, la Grande Plaine, ça s'appelle comme ça. Je sais que c'est beaucoup moins grand que l'étendue émeraude, évidemment. Mais ça s'appelle la Grande Plaine, qui est une région, donc,
au nord-ouest de Noura. Tout d'abord, ils arrivent dans la Grande Plaine et Urion les mène dans le pays de Rhénanie. Alors, je vais vous mettre une carte, essayez ne prêtez pas attention à tout ce qu'il y a sur la carte. Mais ils arrivent à l'est, juste au nord des monts de Baras. Vous voyez, vous avez les monts d'Azur qui descendent et Baras. Et ils passent par cette passe. Pas une passe, hein, c'est une vallée en fait. Petite vallée étroite de Lande. Et ils passent par là. Et Urion va les faire remonter la montagne à l'est pour arriver en Rhénanie. Et la Rhénanie, c'est le pays des nains. Alors bon, évidemment, les nains n'ont jamais vu les humains. Qui sont un peu perplexes au début, mais la présence d'Urion, le garde-terre, qui lui est connu, il n'y a pas de problème, c'est le bro, va les rassurer. Alors Urion va d'abord utiliser son pouvoir, parce que c'est quand même le fils, enfin le petit-fils des dieux, donc il a certains pouvoirs, et notamment le pouvoir de les faire se comprendre, de faire que les formes de vie se comprennent, et donc il va permettre aux nains et aux humains de communiquer, et puis avec le temps, en quelques mois, ils arriveront à apprendre la langue l'un de l'autre, et n'auront plus besoin de cette aide magique. Et donc voilà, bon, ça c'était la partie linguistique. Bon, les nains rencontrent les humains, et les nains sont des êtres très accueillants, très paisibles également, puisqu'ils n'ont pas nécessairement d'ennemis dans la Grande Plaine. La Grande Plaine est un endroit où tout le monde vit plus ou moins en paix, en fait. Donc du coup, les nains vont aider les gens de Rodan, donc le fils de Radaka. Ils vont les soigner, ils vont les nourrir, ils vont les aider à se remettre d'un voyage de plusieurs mois qui les a menés des contrées du sud jusqu'ici. Cependant, il faut penser à où qu'est-ce qu'on va les mettre, ces gens-là, parce que ça fait quand même beaucoup de bouches à nourrir, et c'est bien sympa d'avoir des gens... C'est bien sympa d'avoir de la visite, mais à un moment, chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Et le problème, c'est que les zones, les régions de la Grande Plaine sont déjà occupées. Alors bon, sur la carte, vous voyez le Lod. Le Lod est occupé par les Chadras. On en parlera. Le Rada, bon, les régions comme ça ne s'appelaient pas comme ça à l'époque, évidemment. C'était le Vilion occidental, est occupé par les Chadras. Le Rada, la région qui correspond au Rada n'avait pas de nom, mais c'était la zone des dragons. De dragons solaires, c'est beaucoup de dragons solaires qui vivent à cet endroit-là. Enfin, les dragons sont une race assez nomade, hein, parce que fatalement, quand on s'est volé, ça aide beaucoup à voyager. La Rhénanie, elle par contre s'appelait vraiment comme ça, c'était le royaume des nains. Donc, et la Lénorie, à l'époque, faisait partie d'Invalen. Ça s'appelait pas la Lénorie, ça s'appelait Invalen. Et donc, du coup, il n'y a pas de place. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Alors, Urion, Rodan et le roi nain qui s'appelait Felrouk, s'entretiennent longuement, parce qu'il faut penser à ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec les humains? Urion leur a promis un foyer, donc il faut bien qu'il leur offre ce foyer. Et ils décident de se tourner vers les dragons. Alors ils traversent la rivière Filsina, donc la rivière qui sépare la Rhénanie de Rada. C'est une rivière quand même conséquente, hein, si jamais. C'est pas un petit ruisseau que vous pouvez sauter par-dessus. Et ils vont voir les dragons. Alors le chef des dragons de l'époque, ça s'appelait, donc c'est des dragons rouges, enfin c'est pas des dragons rouges, pardon, c'est des dragons solaires, et le chef s'appelle le Grand Rouge, donc en langue dragonique ça se dit Ragdar. Et ils vont voir Ragdar et ils lui disent: bon, poteau, on a besoin d'aide. Alors le problème c'est que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, Urion n'a pas d'autorité sur les dragons. C'est le garde-vie, certes, c'est le gardien de la terre et de la vie, mais voilà, les dragons, c'est oui, et alors quoi. Donc du coup, Urion doit vraiment utiliser toute son influence et tout son karma, tout son charisme pour essayer de convaincre les dragons. Parce qu'après tout, comme je vous l'ai dit, les dragons vivent principalement dans l'étendue émeraude, c'est pas la place qui manque, quoi. Après de longues discussions, Urion et Ragdar arrivent à se mettre d'accord, et les gens de Rodan se voient offrir la région des dragons, qu'ils appelleront Rada, en l'honneur de leur chef, Radaka, morte pendant le voyage. À ce moment-là, les gens de Radaka ont un nouveau foyer où ils vont vivre selon les préceptes d'Urion. Ils vont respecter la vie, ils vont également, ça faisait partie de leur accord avec les dragons, ils vont être pacifiques
envers les formes de vie, et en particulier les dragons. Les gens de Radha ne vont jamais tirer le fer contre les dragons. Et ils vont construire la capitale, qui sera Gilbreti, qui se situera aux abords de la grande forêt située dans cette région. L'arrivée des humains dans la Grande Plaine va avoir plusieurs conséquences, outre le départ des dragons. Enfin, les dragons, comme je l'ai dit, sont nomades, ça s'en va et ça revient, ça fait de tout petit rien. Mais également, ça va attirer l'attention de quelqu'un qui est Hélior. Hélior, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'est le fils d'Ambléar, l'aimé du feu et du courage. Et Hélior, c'est surtout le dieu de la justice qui avait fondé l'ordre des lames-juges, qui sont ces gardiens de la justice et de la paix, qui doivent protéger le monde contre la corruption de Yorun et en général maintenir la paix et la justice un peu partout. Hélior et ses lames-juges sont également des nomades. En général, ils n'ont pas de point d'attache et ils se disent bon, on va aller par là. Pourquoi ? Parce qu'il y a les elfes à visiter, il y a les humains, et avant les humains recouvraient une certaine région, et il y avait les peuples nains qu'il fallait surveiller, il fallait visiter, on va dire ça comme ça. Et du coup, les lames-juges étaient des nomades. Cependant, maintenant que les humains ont fait un grand écart, il faut voyager plusieurs mois pour pouvoir rejoindre les deux places fortes humaines, on va dire ça comme ça. Ça pose un certain problème d'organisation. Donc, Hélior, lui-même en personne, va venir se présenter à Rodan, à Gilbreti, et lui demander nous on est les lames-juges, et voilà ce qu'on fait. Donc il lui présente un peu les prérogatives des lames-juges. Et Rodan, il n'est pas bête. Rodan, c'est quand même le fils de sa mère, hein. Merci Captain Obvious, et il a plus de grains de jugeote, et il se dit tiens, le dieu de la justice vient me voir, ils font ça, et aussi il dit on voyage, on aurait peut-être besoin d'un endroit où s'implanter. Eh ben qu'est-ce qu'il fait ? Rodan, dans sa grande générosité, offre à Hélior, qui cherchait un point d'ancrage pour son ordre, un endroit où se réunir, etc., va lui offrir un lopin de terre, hein, grosso modo, on va dire ça comme ça, mais c'est pas qu'un lopin, c'est toute une région de son pays, donc le Radha. Et Hélior est super content, formidable, eh bien nous allons construire, attendez parce que j'ai un petit souci technique ici, voilà. Nous allons construire notre place forte là-bas, je vous remercie beaucoup, en plus c'est le long du fleuve, ça va être très pratique avec les bateaux, etc. Et c'est dès lors qu'Hélior et ses lames-juges et les architectes, un peu trop d'anglicisme, les architectes nains vont construire la ville de la Garde-Lame, qui sera la capitale de l'ordre des lames-juges au sud du Radha. Alors le Radha, ça va pas être qu'un truc comme ça, parce que la Rhodanie est organisée, le Vilion est organisé, et Rodan va vouloir se détacher de leur passé tribal. Ce chef Rodan, ça sonne peut-être un petit peu trop plouc, je ne sais pas. Et donc du coup, il va se réorganiser, va se nommer duc en s'inspirant du système de l'aristocratie naine, et il va former le premier duché, qui sera le duché de Radha, dans le centre de la plaine et la région patrie de la Garde-Lame. Donc voilà, et ça c'est le premier duché des 3. Il y en aura 3, on parlera prochainement de l'orgueil de Léna, qui formera le duché de Lénorie. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu plus courte, j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour que ça soit consommable de manière optimale. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester par un like ou si ça ne vous aime, si vous n'avez pas aimé également, n'hésitez pas à le dire, et surtout pourquoi. Parce que je veux dire j'aime pas parce que j'aime pas, c'est pas sympa. Moi je préférais savoir pourquoi, parce qu'ainsi je peux améliorer mes vidéos et je peux les rendre encore meilleures pour que vous soyez super contents de venir les voir. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Salut!